Bonsoir à tous, merci d'être venus nombreux ce soir pour accueillir avec nous Catherine Cusset. Avant de commencer notre entretien, je voudrais simplement dire quelques mots. Lors de notre précédente rencontre, nous avions évoqué Boualem Sansal et nous sommes heureux qu'il ait été libéré la semaine dernière. Donc nous avons la joie de recevoir ce soir à l'atelier une romancière pleine de sensibilité, auteure d'une vingtaine de romans, parmi lesquels La définition du bonheur en 2021, Un brillant avenir en 2008, prix Goncourt des lycéens, ou encore La haine de la famille en 2001, tous publiés chez Gallimard. Votre dernier ouvrage, Ma vie avec Marcel Proust, paru cette année, en 2025, sera au cœur de notre conversation aujourd'hui. Mais en parlant de Proust, de votre vie, en compagnie de cet immense écrivain, en miroir de lui, de la façon dont il a marqué votre existence, c'est un portrait en creux de vous, Catherine Cusset, que nous allons faire. Bonsoir et bienvenue à l'atelier. Bonsoir Lauriane, merci pour votre invitation et merci d'être là à vous tous. Anatole France a dit « La vie est trop courte, Proust est trop long ». C'est pas faux, hein? Ouais. Proust représente un monument de la littérature française et son roman « À la recherche du temps perdu », couramment appelé, comme vous le savez, La Recherche, est considéré comme l'une des plus grandes œuvres du XXe siècle. C'est une sorte de forteresse dans l'imagination du public, ce qui en fait un objet parfois intimidant à ouvrir et à s'approprier. Plus de 3000 pages en 7 volumes. Qu'est-ce que vous répondez à cette crainte que peuvent avoir les lecteurs d'aborder la montagne Proust? Déjà, moi, j'ai jamais pensé qu'il fallait se forcer à lire un livre ou forcer quiconque à lire un livre. Donc, c'est vrai que Proust a cet effet particulier qu'on a tendance à se définir comme lecteur ou non lecteur de Proust, en fait, un peu par rapport à Proust. Il a ce côté intimidant. Je pense que vraiment, il ne faut essayer de le lire que si on en a envie. Il ne faut continuer que si ça plaît. Bien sûr, il y a toujours un effort dans un livre. Je ne dis pas qu'il faut arrêter à la page 2 en disant c'est bon, ça suffit. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, très, très jeune, j'ai découvert Balzac. J'ai commencé par Le Lys dans la vallée et j'ai absolument adoré Balzac entre, je ne sais pas, 12 et 14 ans. Et c'était terrible parce que je savais j'étais désespérée quand je terminais un roman de Balzac parce que je savais qu'il fallait apprivoiser le prochain. Il y avait des pages et des pages de description, c'était lent au début et après je savais que ça allait m'emporter dans un souffle. Donc vraiment, je me disais: «Ah là là, il va falloir recommencer», mais j'avais cette énergie pour recommencer. Proust, c'est pas exactement comme ça parce qu'il va pas vous emporter, c'est pas une histoire comme ça, comme chez Balzac, mais il y a une vérité pour tout le monde. Et c'est tellement vrai. En fait, il ne faut pas se laisser intimider par ce roman. Il parle de vous, il parle de nous, il parle de moi, il parle de vous. Son livre est vraiment une sorte de miroir où se reconnaît le lecteur. Donc, il faut que vous arriviez à un moment où vous vous disiez: ah oui, ça, je connais cette situation, je l'ai vécue. Si vous arrivez là, c'est bon, vous êtes dans Proust. Sinon, peut-être vous laissez tomber. Et une autre façon, parce que parfois c'est vrai quand même que la langue peut être une difficulté, et franchement, elle peut l'être pour vous, elle peut l'être pour nous aujourd'hui, mais elle l'a été du temps de Proust, c'est-à-dire qu'on n'écrivait pas du tout comme Proust du temps de Proust, et sa phrase était déjà considérée comme beaucoup trop longue, pleine de subordonnées, de digressions, où on s'empêtrait les pieds. Donc une bonne façon aujourd'hui de le lire, pour s'y retrouver, c'est tout simplement la lecture à haute voix. Et c'est vrai qu'il en a les moyens aujourd'hui, puisque À la recherche du temps perdu a été enregistré et lu par des acteurs de la Comédie Française. Et franchement, je pense que c'est bien. Je ne l'ai pas lu de cette manière-là, mais quand je suis passée à la Grande Librairie en mars dernier, Augustin Trapenard m'avait dit que c'était enfin une émission un peu particulière, je sais pas, je crois que c'était le jour de la célébration de la lecture ou quelque chose comme ça. Et il avait dit donc Guillaume Gallienne va venir lire un morceau, même pas de La Recherche, mais d'un manuscrit abandonné par Proust, d'une version de La Recherche que Proust avait abandonné, donc retrouvé dans un manuscrit. Il va venir le lire, il va lire un quart d'heure et un quart d'heure en télévision prime time.
C'est vrai que ça paraît absolument incroyable. On dit prime time en français? Oui, d'accord. C'est un peu, il ne serait pas content à l'Académie, hein. Il va y avoir une façon de le dire en français. Mais bon. Et en plus, je me suis dit, aïe, 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 si Guillaume Gallienne fait sa lecture et que je passe après, ils auront tous éteint leur télé. Donc je me dis, aïe, et il commence à lire. Je ne sais pas si vous l'avez, si vous qui êtes dans la salle, vous l'avez vu, vous avez vu la grande librairie ce jour-là. Mais je peux vous dire que sur le plateau, on était suspendus aux lèvres de Guillaume Gallienne. C'était formidable. On avait l'impression d'être un enfant de 4 ans écoutant une histoire. Bon, c'était évidemment la scène du baiser du soir. Donc voilà, c'était. Et pourtant, ce n'est pas la meilleure version, parce que c'est une version que Proust a corrigée. Donc vraiment, la lecture à haute voix de Proust, ça fonctionne vraiment très, très bien. Pour l'anecdote, c'est drôle que vous évoquiez Guillaume Gallienne parce que vous passez aussi après lui parce que nous l'avons reçu le mois dernier à l'atelier où il est venu présenter Un buveur de brume, son roman autobiographique. Voilà, donc c'est drôle. Alors vous, Catherine Cusset, quand avez-vous rencontré Proust pour la première fois? Ah, eh bien, c'était donc en 1905. Je marchais. Alors, quand avez-vous lu Proust pour la première fois? Alors, en fait, bon, j'imagine qu'on va parler un peu de la construction de ce livre. Donc, ma première Oui. lecture, elle a lieu à 15 ans. Et vous savez, on n'a pas une mémoire, enfin, je ne sais pas comment est votre mémoire, la mienne n'est pas excellente, mais en général, on peut dater, notre façon de dater le passé, c'est parce qu'on se rappelle et on a des souvenirs comme ça assez précis de lieux, parfois souvent, qui nous permettent de dater. Or, il y a une petite anecdote que je raconte dans Ma vie avec Marcel Proust, au tout début du livre, où je suis jeune fille au père, dans une famille aristocratique qui a une résidence secondaire en Normandie. Souvenir de cauchemar. J'avais donc 15 ans. Et donc, je suis embauchée comme jeune fille au père pour m'occuper de 4 enfants. Et il y avait une matinée, je devais aller à la plage, enfin, j'avais un endroit où je devais aller tous les jours. Et il y avait une matinée où les aînés étaient envoyés à leur cours de piscine. Donc, il y avait 4 enfants entre 1 an et demi et 11 ans. Et là, les grands, 6 ans, 9 ans, 11 ans, étaient à leur cours de piscine. J'étais seule avec le bébé d'1 an et demi, à qui j'avais eu le malheur d'apprendre à marcher. Franchement, je n'aurais pas dû lui apprendre à marcher. Donc, le bébé est avec moi sur cette plage absolument déserte pour la bonne raison qu'il fait totalement gris, peut-être même qu'il pleuviote, je ne sais pas. Mais la mère voulait que j'y sois tous les jours de toute façon. On est les seuls sur la plage, vraiment pas chaud. Et donc, je laisse le bébé avec sa petite pelle et j'ouvre Sodome et Gomorrhe, enfin, que j'étais en train de lire. Et alors, dans mon roman, dans mon livre, pardon, je mis exactement le passage que j'étais en train de lire. Entre nous, j'ai oublié. Donc, j'ai reconstruit a posteriori, j'ai inventé, j'ai choisi un passage. Je ne me rappelle pas quel passage j'étais en train de lire quand j'entends tout à coup un hurlement. Et donc, je laisse tomber mon livre, je regarde autour de moi et le bébé qui jouait là sur le sable juste à côté est à quelques mètres. Elle s'est levée, vous allez dire quelle bonne jeune fille au père. Elle s'est éloignée de quelques mètres et elle est tombée elle avait sa petite pelle, elle est tombée dans un trou. Et donc, je vais la ramasser complètement, mais complètement paniquée. Je marche avec elle jusqu'à la mer, la marée était basse, enfin, je la porte contre moi, je tremble. Et enfin, elle arrête de pleurer. Je soupire de soulagement et je la regarde et le sang dégoulinait de sa bouche. Ah oui, donc ce souvenir est totalement traumatisant pour moi. C'est-à-dire que cette famille était épouvantable. Bon, déjà, j'adorais le bébé, hein. Mais cette famille était épouvantable, j'ai pensé qu'ils allaient me tuer. Et donc, j'ai couru au poste de secours. Il y avait un maître nageur, mais qui n'a pas pu lui ouvrir la bouche, qui m'a dit, il faut aller chez le médecin. J'ai dit, le médecin? Il a pris le téléphone, il a dit, oui, j'ai ici une jeune mère avec son bébé. Je me dis, à 15 ans, j'avais l'air d'en faire 13. Alors vraiment, je me dis, une mère? Non, mais parce que j'avais l'air d'avoir tellement peur. J'imagine que c'est pour ça, voilà. Donc, ce souvenir me permet de dater ma première lecture, 15 ans. Et d'ailleurs, la mère m'a dit à la fin, je vous interdis de lire sur la plage. Si elle avait su que je lisais Sodome et Gomorre, je ne sais pas ce qui serait arrivé. Mais par ailleurs, Proust m'a permis de survivre pendant ce mois qui a quand même été atroce, où j'avais fait mon testament au cas où je me jetais par la fenêtre du grenier. Enfin, non, c'était très, très, très dur. Franchement, j'avais appris d'ailleurs que leur jeune fille au père de l'année d'avant avait claqué la porte au bout de 5 jours. Mais moi, ma mère, à qui je disais au téléphone, c'est horrible, c'est horrible, c'est horrible, me disait,
quand on prend un engagement, il faut aller jusqu'au bout, il faut le respecter. De toute façon, comme le père s'appelle François, il est sûrement très gentil parce qu'elle avait nommé vous inquiétez pas, mon frère François. Enfin, voilà, c'était des arguments en faveur de la Normandie et de Proust. Vous ne l'avez pas écouté puisque vous avez continué et persisté à lire Proust. Ah, j'ai pas écouté Vous n'avez pas le écouté conseil de cette dame. le conseil Non, de cette dame. non, je vous dis, Proust m'a permis de survivre. M'a permis de survivre, vraiment, Ouais. vraiment. C'est une œuvre. Vous pouvez jamais vous sentir seul, tout simplement. Est-ce que vous pouvez juste rappeler, vous avez dit le tome Sodome et Gomorrhe, c'est quel tome de la recherche? Puisque donc, je vous ai dit, il y en a 7. Alors, c'est le 3e, non? Du côté de chez Swann, le côté de Guermantes, non, le 4e. À l'ombre des jeunes filles en fleurs, le côté de Guermantes et Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe, le 4e. Voilà. Et après, il y a Albertine prisonnière, Albertine disparue, et le temps retrouvé. Déjà, ça va voilà, très le vite. 7e. Voilà. Ça va très vite au bout d'un moment. Merci pour ce rappel. Donc, vous avez lu la recherche en entier une première fois à l'âge de 15 ans, donc. Et je ne l'ai pas trouvé difficile. Voilà. Mais j'avais ma méthode Balzac. Et la méthode Balzac, c'était, quand il y a 50 pages sur la fabrication du papier, parce qu'il faut remplir les pages du feuilleton parce qu'il était payé à la page, tu peux passer les pages sur la fabrication du papier. Alors, je lisais en vérifiant qu'il n'y avait pas une information importante pour les personnages, et j'avançais. Alors, Proust, je ne dis pas que tout me passionne chez Proust. Il y a parfois des choses qui m'intéressent moins. Alors, il y a des passages où je vais plus vite, c'est tout. Voilà. Et combien de fois l'avez-vous relu? Donc, la première fois à 15 ans? La première fois à 15 ans, la deuxième fois à 20 ans, parce que j'ai eu du temps, parce que je venais de réussir le concours de l'École normale supérieure, que donc tout à coup j'avais un été devant moi qui était un été de liberté après 3 ans de préparation très 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 intense. Je ne sais plus pourquoi j'ai eu envie de relire Proust. Je ne sais pas, mais en tout cas je l'ai relu à ce moment-là. Et comme on va en parler, j'ai eu l'impression d'un livre entièrement différent de la première fois. Je n'ai pas eu la même lecture, j'ai vu vraiment un livre différent. Et après, je ne l'ai pas relu entre mes 20 ans et mes 50 et quelques années. Et j'ai lu du côté de chez Swann, que j'ai même dû enseigner de temps en temps à l'université de Yale où j'étais professeure. Mais je pense vraiment que pour lire en entier Proust, il faut du temps. Il faut du temps, il faut une disponibilité. Si vous êtes dans une vie de jeune femme active avec un métier et des enfants, un enfant, la vie quotidienne, quoi. À partir du moment où vous êtes, j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps. J'étais professeure, j'écrivais, j'avais un enfant, j'ai pas eu le temps. Et par contre, à la cinquantaine, la raison. Mais je sais pas si vous avez des questions après plus précises. Peut-être j'expliquerai peut-être après pourquoi je l'ai relu à la cinquantaine. D'abord, une petite question sur la jeunesse de cet ouvrage, Ma vie avec Marcel Proust, parce qu'il fait partie d'une collection Gallimard, Ma vie avec. Il y a par exemple François Sureau, Ma vie avec Apollinaire, Alain Minck, Ma vie avec Marx et tant d'autres. Qui vous a proposé de contribuer à cette collection et est-ce que c'est vous qui avez choisi Proust? Oui, alors donc on est en 2021 quand paraît mon roman La définition du bonheur. Et c'est une jeune éditrice de Gallimard, je ne sais pas quel âge elle a, je l'appelle jeune, mais peut-être qu'elle n'est pas si jeune que ça. Elle s'appelle Charlotte Von Essen. Et François Sureau avait fondé la collection avec Karina Ossine, mais Karina Ossine avait demandé à Charlotte Von Essen de s'en occuper. Et donc un jour, elle me demande si je veux participer à cette collection. Et je lui dis juste, si je participais à cette collection, je le ferais sur Proust. Mais c'était vraiment du conditionnel, hein. J'avais pas vraiment l'intention en fait de le faire. Et pourquoi Proust? Parce que je vous parlais de Balzac juste avant, après tout, pourquoi pas Balzac? Pourquoi pas un autre auteur? J'ai adoré Dostoïevski. Proust, à cause de cette lecture en fait que j'ai faite à 50 ans, je l'ai relu en entier quand j'ai écrit mon roman L'autre qu'on adorait. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui connaissent L'autre qu'on adorait. C'est un roman que j'ai écrit qui est paru en 2016 et qui permettez une petite parenthèse sur Bien sûr. Voilà. Ce roman est ce que j'appelle un roman vrai. C'est un roman, mais qui raconte la vie d'une vraie personne.
Et cette personne, c'est un ami à moi, français, qui est parti vivre aux États-Unis comme moi, à la vingtaine, et qui est un garçon qui était très brillant, qui adorait vivre, qui dévorait la vie, qui aimait tout de la vie, hein. Il aimait l'amour, il aimait la fête, il aimait la littérature, il aimait le cinéma. C'était un artiste vraiment dans l'âme. Et il est parti vivre aux États-Unis avec l'idée bah, il a fait une thèse sur Proust, en fait, là-bas, avec Antoine Compagnon. Mais bon, c'était pas, je pense pas, un très bon universitaire. C'était quelqu'un qui aimait vivre. Et il avait en particulier une passion pour la musique, hein, absolument, enfin, il était mélomane. Il adorait toutes sortes de musique. Et il était tout le temps au concert. Et ce garçon, vraiment brillant, extrêmement érudit, et qui aimait tellement vivre, s'est suicidé à 39 ans. Il s'est suicidé à 39 ans. Après, 1 an après avoir eu un diagnostic de bipolarité. Vous voyez, on est en 2008, il s'est tué en 2008. Donc, finalement, le début des années 2000, on n'en parlait pas tant que ça, comme on en parle aujourd'hui. Pas tant que ça. Et franchement, moi, je suis la première à qui il a décrit tous les symptômes d'une dépression clinique. Il avait 23 ans, donc on est dans les années 90. Et je me rappelle lui avoir répondu, écoute, ne t'écoute pas, quoi, arrête de t'écouter. Il n'y a pas moins dépressif que toi, tu es plein d'énergie, tu adores vivre, c'est juste que ta petite amie est loin, que tu es jaloux. Et il y a la deuxième partie de mon livre s'appelle « À l'ami dont on n'a pas sauvé la vie ». Et vous voyez, si j'avais connu à l'époque la maladie mentale, je lui aurais répondu « Va voir un psychiatre ». Je ne lui ai pas dit ça parce que je ne savais rien. Je ne connaissais rien. Et même 6 mois avant de mourir, il m'a dit qu'il pensait à se tuer. Et moi, je me suis dit, oh, c'est vraiment la grande gueule. C'est ceux qui en parlent comme ça, ils ne le font jamais. Voilà. Donc, je n'ai pas entendu. Je n'ai pas écouté, je n'ai pas entendu. Et j'avais dans un livre, alors c'est moi, c'est une toute petite digression un peu longue, mais elle est vraiment à l'origine, c'est vraiment l'origine de ce livre, Ma vie avec Marcel Proust. J'avais un moment dans mes livres que j'ai écrits, il y a eu un moment dans ma vie où j'ai écrit un livre sur l'amitié, que j'ai jamais publié. Il s'appelle Autoportrait avec Ami. Je l'ai écrit à une époque où je pense que j'ai eu 2 grandes crises d'écriture dans ma vie. Il y en a une à ce moment-là. On est au début des années 2000. Je venais de publier Le problème avec Jane, qui avait eu le Grand Prix d'électrice d'elle, La haine de la famille, qui avait eu un succès absolument inouï. Après, il y a eu Confession d'une radine. Et c'est que des livres que j'avais écrits dans la deuxième moitié des années 90 et qui ont paru en 99, 2001, 2003. Et je venais d'avoir un enfant. Et je ne l'ai pas associé, mais je pense que le fait d'avoir un petit enfant a fragmenté le temps et que c'est très difficile d'écrire dans un temps fragmenté. Et donc, cette fragmentation du temps faisait que je n'arrivais pas à écrire et que si je n'arrive pas à écrire, moi, j'ai du mal à vivre. Et donc, je réfléchissais sur quoi je pouvais écrire. J'avais écrit sur la famille, j'avais écrit sur le désir. Ça a été mon livre Jouir qui a paru après. Enfin, il y avait plusieurs livres qui ont paru après. Non, il avait paru avant. Enfin bref, peu importe. Et je me suis dit, un sujet que je n'ai pas abordé, c'est l'amitié. Et ce livre sur l'amitié, je voulais parler de mes amis, de mes amitiés, des amis avec qui il y avait eu une histoire, vraiment une histoire de rupture, de retrouvailles. Et cette amie dont je vous parle faisait partie de ces amis-là. Et aussi une femme dont il était tombé follement amoureux, qui avait été ma meilleure amie. Donc il y avait 2 chapitres, l'un sur ma meilleure amie qui avait été son grand amour, et l'un sur lui. Et ce livre, Autoportrait avec Ami, je le termine en 2004. Et en 2004, cette amie vient me voir en Bretagne et nous avions eu une rupture d'amitié qui avait été suivie d'une réconciliation. C'est lui qui avait été le lecteur de mes 3 premiers romans, mais après, nous avions eu cette grande rupture. Et là, il vient en Bretagne et je lui dis, tu sais, je viens d'écrire un livre sur mes amis, est-ce que tu pourrais le lire? J'avais vraiment envie d'avoir son avis littéraire sur mon livre. Et c'est très narcissique un écrivain, il faut que je vous l'avoue, c'est très... je crois que je n'ai pas du tout compris quand même que c'était peut-être un peu difficile pour lui de lire... Donc ce chapitre sur lui, j'avais écrit l'histoire d'un jeune homme, donc il avait à l'époque 2004, il avait 35 ans, et j'avais écrit l'histoire d'un jeune homme brillantissime, qui avait la capacité de tout faire, qui avait raté Normal Sup à ça près, qui ensuite était... Parfois, on m'a dit de l'autre qu'on adorait, c'est l'histoire d'un loser. C'est pas vrai, hein, il a quand même fait Sciences Po, il a été accepté à Columbia,
Il a fait une thèse sur Proust avec avec Antoine Compagnon, Marcel Proust. J'appelle pas ça être vraiment un loser, mais ensuite il a cherché du travail. Il a failli avoir un poste à Princeton qu'il a raté un grain de sable près. Et sa vie me ressemblait un peu à une sorte de dégringolade. Et finalement, c'est un petit peu ce que je décrivais dans ce chapitre sur lui. Et je le comparais, je trouvais que j'avais une très belle image parce que je le comparais à l'Albatros de Baudelaire. Vous voyez le poème de l'Albatros, cet oiseau avec ses grandes ailes, vous voyez, qui finalement qui ne peut pas marcher parmi les hommes. Je décrivais exactement une inadaptation à la société. Et donc, je lui donne à lire mon livre. En fait, il lit le chapitre sur lui et il lit le chapitre sur mon ami qui le concernait aussi. Et le lendemain, ce garçon qui est arrivé chez moi, j'étais tellement contente de le retrouver, je l'adorais. Hein, c'est l'ami pour lequel j'ai eu les sentiments les plus forts de ma vie, d'amitié. Lui, je pense qu'il avait été amoureux de moi à 20 ans, mais on était très, très, très amis. Et il arrivait débordé d'énergie, il riait tout le temps, mais il faut se méfier de ça, évidemment. Et là, le lendemain, je le vois tout recroquevillé. Je lui dis, tu as lu? Et il me dit, oui, enfin, j'ai lu le chapitre sur Hilary, le chapitre sur moi. C'est nul, c'est complètement nul. Évidemment, j'ai pleuré, c'est toute ma vie. Mais c'est vraiment, vraiment nul. Ce regard que tu as, cette posture de supériorité, Catherine, c'est horrible. Mais d'où est-ce que tu parles? Alors, moi, évidemment, c'est violent hein, quand vous écrivez un livre. Rappelez-vous que moi, je sortais d'une crise de stérilité littéraire. J'arrivais plus à écrire. Donc, j'avais passé 2 ans à écrire ce livre. Il me posait problème, ce livre. Je ne savais pas si c'était un bon livre. Il y avait un truc dont je n'étais pas sûre. Et donc, évidemment, ça m'atteint énormément ce qu'il dit là. Mais je me dis en même temps, il me dit qu'il a pleuré, il réagit avec beaucoup de violence. Donc, ça l'a touché. Si ça l'a touché, ça ne peut pas être mauvais. Et il me dit cette phrase. Il me dit, tu sais, Catherine, les gens ont quand même une vie intérieure. D'accord. Alors, j'ai passé 1 an à essayer de retravailler ce livre en intégrant cette conversation avec mon ami. Et puis, pour finir, je l'ai jeté, le livre. Je ne l'ai même pas montré à mon éditeur. J'ai décidé que ce n'était pas ça. Et donc, ensuite, mon ami se tue en 2008. Et c'est un peu compliqué parce qu'il y a eu un autre suicide dans ma famille en même temps. Donc, qui a beaucoup absorbé mon attention. Et bref, donc j'ai écrit un certain nombre de choses, mais qui d'ailleurs que je n'ai pas publiées. Et puis on arrive, je ne sais pas, vers les années 2013-2014, et j'ai envie d'écrire sur cet ami. J'avais évidemment ce chapitre de 25 pages que je reprends, mais je voulais vraiment écrire autre chose. Je voulais écrire le livre qui expliquerait comment il était arrivé à ne plus pouvoir vivre. Et j'étais surtout obsédée par cette phrase, tu sais, les gens ont quand même une vie intérieure. Et je voulais écrire, pas un livre sur mon chagrin d'avoir perdu mon ami, mais un livre qui dise de l'intérieur ce que c'était de ne pas arriver à vivre. Et donc, je voulais écrire du point de vue de mon ami. Et pour ça, il fallait que je lui donne une vie intérieure. Or, c'était quelqu'un qui était très intelligent, plus intelligent que moi, je pense, plus érudit, plus brillant, beaucoup plus drôle. C'était pas évident de créer un personnage qui est plus intelligent que vous, croyez-moi, c'est pas évident. Et ça a donné l'autre qu'on adorait. Et merci. Si vous voulez bien tous éteindre vos téléphones, ce serait merci. assez sympa. Merci. Voilà, merci. Et eh bien, en fait, voilà, j'espère que vous avez compris ce que j'ai fait à ce moment-là. Non. Non. Oui, pardon. J'ai relu Proust. J'ai relu Proust. J'ai utilisé Proust. J'ai utilisé Proust pour créer la vie intérieure de mon ami. Vous comprenez? Il connaissait Proust par cœur. Donc, Proust est tellement, tellement merveilleux. Et donc, j'ai imaginé le regard de mon ami sur Proust. Donc, quand je fais penser mon ami, eh ben, je le fais penser à Proust. Et donc, s'il pense à Proust, ben, il n'a pas l'air bête. Vous comprenez? Il y a tellement de pensées chez Proust, surtout sur l'amitié, sur l'amour, sur la jalousie, sur la société, sur l'ambition, sur l'écriture,
sur la maladie, il y a des pensées sur la mort, il y a des pensées sur tout, sur tout. Donc, soit il pense à Proust et il y a une citation qui lui vient, soit il m'est arrivé de faire des emprunts, j'avoue, des emprunts non cités, ça m'est arrivé dans l'autre qu'on adorait. À un moment, j'ai une phrase sur la maladie, elle est très belle, elle vient de Proust. Voilà. Parce que je ne pouvais pas quand même le citer à tout bout de champ. Et ça m'a permis de créer l'épaisseur, la vie intérieure. Donc voilà, donc du coup, j'ai pris énormément de notes. Voilà pourquoi j'ai dit, quand on m'a demandé si je voulais écrire ma vie avec, j'ai pensé, ben, Marcel Proust. Et puis, je n'ai pas eu du tout l'intention de le faire. J'abrège, j'avais beaucoup plus vite, Lauriane, ne vous inquiétez pas. Parce que vous m'avez dit que j'avais beaucoup de temps, du coup, moi, je me laisse aller, mais Nous avons du temps. il Mais vaut mieux me dire, vous savez, je suis le genre de personne à qui il ne faut absolument pas dire, appeler pour me dire, Catherine, je vais être 10 minutes en retard, parce que vous me verrez dans 1 heure. Mais j'ai beaucoup de questions à vous poser, surtout. Bon, d'accord, alors, je termine pour dire, donc, je ne fais évidemment pas ce livre, parce que c'est un essai, c'est pas facile, il faut l'écrire, c'est pas facile. Et puis, je reçois, 2 ans après, un message email de quelqu'un qui s'appelle Sandrine Trainer. Je ne sais pas si le nom vous dit quelque chose. Elle a été longtemps la directrice de France Culture. Elle a perdu son poste parce qu'il y a eu tout un truc qui s'est passé à France Culture. Et elle s'est retrouvée à 57 ans sans travail. Et Antoine Gallimard lui a proposé de reprendre la collection Ma vie avec. Aujourd'hui, elle dirige la non-fiction chez Flammarion, en plus de cette collection. C'est une très bonne éditrice. Et donc, elle reprend la collection, elle voit mon nom, Catherine Cussem, avec Marcel Proust. Elle m'écrit, elle me dit, je serais vraiment ravie que vous écriviez ce livre sur Proust, mais pouvez-vous, s'il vous plaît, vous engager à le faire, parce que Proust est un auteur très désiré. Ah, je dis, ah d'accord. Donc, soit je m'engage, soit quelqu'un d'autre, elle le donne à quelqu'un d'autre, et quelqu'un d'autre le veut. Et voilà comment j'ai écrit Ma vie avec Marcel Proust, quoi. Vous voyez, je me suis sentie, j'ai dit oui, je vais le faire. Et si je dis oui, je vais le faire, comme je suis quelqu'un avec une parole, ben, je l'ai fait. Voilà. D'accord, merci. Vous avez évoqué tout à l'heure le terme d'autofiction, parce que je voudrais vous présenter. Non, je n'ai pas évoqué. Ah, bah alors c'est moi qui le dis, mais peut-être, c'est-à-dire vous vous inspirez parfois de la vie de vos amis ou de votre famille pour écrire vos ouvrages. Et j'ai noté une citation de vous, vous avez dit « Je suis divisée en deux ». Et peut-être pour notre public, je voudrais que vous nous présentiez un petit peu je ne sais pas si on peut vraiment diviser votre œuvre en deux, mais il y a quand même une partie de vos romans qui sont des romans autobiographiques et une partie de vos romans qui sont totalement fictifs. Oui, voilà, c'est vrai que j'avance un peu sur deux jambes dans l'écriture. C'est certain que Ma vie avec Marcel Proust, bon, c'est pas un roman, c'est entre c'est un portrait, comme dit, autobiographique, ça parle de moi, mais ça parle de Proust, c'est ce que Proust m'a apporté, donc ça, c'est vraiment un roman. Un livre à la première personne où j'ai eu l'impression que j'allais peut-être d'ailleurs un peu plus loin que dans mes autres livres à la première personne. J'ai senti que je m'engageais dans ce livre, que je disais des choses sur moi. Ce qui m'a toujours caractérisée, c'est quand même une forme de netteté assez, pas forcément à mon honneur, assez crue. J'ai écrit un livre qui s'appelle Confession d'une radine. Vous avouez un défaut que peu de personnes ont le courage d'avouer. Voilà, et je l'ai fait pour une raison simple, parce que pour une raison qui, pour moi, est quelque chose qui me rapproche de Proust à mon niveau. Je me suis aperçue à un moment, je suis partie vivre j'ai vécu 30 ans aux États-Unis, 35 ans à l'étranger, 30 ans aux États-Unis. Et à un moment, de New York, avec mon mari, nous sommes partis vivre à Prague dans les années 90. Et à Prague, dans les années 90, on sortait à peine du communisme, le mur venait de tomber, il n'y avait absolument rien à acheter, il n'y avait pas de magasin, il n'y avait pas d'argent à dépenser, tout était extrêmement bon marché. Vous preniez un taxi, ça coûtait 50 centimes. Et je me suis aperçue que de temps en temps, j'avais le réflexe, je marchais une demi-heure ou 3/4 d'heure au lieu de prendre un taxi qui coûtait 50 centimes pour faire une économie. Et donc, j'ai pensé, l'économie, elle n'a pas à voir avec le montant lui-même, elle n'a pas à voir avec l'argent lui-même, elle a à voir avec autre chose, un rapport à la vie. Il y avait quelque chose qui m'a intéressée là-dedans. Et donc, j'ai réfléchi là-dessus, j'ai écrit plein d'anecdotes de ma vie, et j'ai écrit ce portrait Confession d'une radine. Alors, pourquoi je dis que ça me rapproche de Proust? Parce que je pense que Proust a complètement cette honnêteté-là, et qu'il n'hésite pas... Alors bon, dans À la recherche du temps perdu, il a des personnages, donc il déplace
certains défauts humains sur des personnages. Ils ne sont pas tous sur lui. Le snobisme, on a le Grandin, on parlera tout à l'heure du personnage de Bloch, la maladresse, la mauvaise éducation. Enfin, il déplace comme ça sur d'autres personnages, mais souvent, il a une honnêteté totale, une honnêteté et une tolérance totale. Pour moi, l'honnêteté, elle va de pair avec la tolérance, parce que l'honnêteté, c'est une façon d'accepter qui nous sommes. Et quand j'écris Confession d'une radine, franchement, je trouve ça horrible, la radinerie, j'aime pas du tout. C'est un défaut que j'aime pas du tout. C'est important pour vous de vous montrer en vérité, justement? Ce qui est important, c'est pas de me montrer, c'est la vérité. Oui. C'est-à-dire, je suis un animal humain. Je me prends comme représentant d'une sorte d'animal humain avec des réflexes complètement stupides et ridicules. Vous savez, les femmes, on est toutes pareilles, on aime les soldes. On adore les soldes. Mais si vous y réfléchissez un peu, vous verrez que nous avons des comportements absurdes. Par exemple, nous allons acheter 3 robes en solde. Alors, il y en a une, c'est pas la bonne couleur. Il y en a une, c'est plus ma taille, elle est un petit peu grande, mais pas trop. Hein. Donc, nous n'allons pas les porter. Et la troisième, elle est un peu plus courte que ce que j'aurais voulu. On ne les porte pas. Pour le même prix, on aurait eu la robe parfaite, quoi. Mais il y a quelque chose avec la bonne affaire, quoi. Il y a une sorte de plaisir de la bonne affaire. Voilà. Et c'est vrai que, d'ailleurs, en épigraphe de Confession d'une radine, j'ai une citation de Proust qui est extrêmement drôle. Et il parle du père, de la famille de Bloch, et du père de Bloch qui invitait les amis de son fils, à qui il servait sous le nom de champagne du mousseux qu'il avait mis dans une carafe. Et il les invitait ensuite à l'opéra en prenant des sièges à l'orchestre, des fauteuils à l'orchestre qui étaient 2 fois moins chers à l'époque que les loges, et en disant aux amis aux amis qu'il avait invités qu'il était désolé, mais que toutes les loges étaient prises, donc il avait été obligé de prendre des fauteuils à l'orchestre. Et Proust dit, il ne s'étant pas rendu compte, virgule, par l'intervention divine de son défaut, que toutes les loges étaient vides. C'est-à-dire qu'ils sont là, ils peuvent voir l'opéra, que toutes les loges sont vides. Voilà. Donc cette façon que Proust a de remarquer toute la petitesse humaine, tous nos défauts, s'il la remarque sur l'autre, il l'a déjà remarqué sur lui-même. Il se met autant en cause, souvent d'ailleurs, qu'il met en cause les autres personnages. Donc, alors pardon, je reviens à votre question. C'est vrai que donc j'ai des romans tout à fait autobiographiques et qui sont des autofictions. Confession d'une radine, c'est une autofiction. La haine de la famille, c'est une autofiction. C'est sur le rapport mère-fille, sur 3 générations. C'est sur ma mère, c'est sur ma famille. C'est pas un livre de haine, mais c'est vraiment un livre qui dit tout sur la famille, sur 3 générations. Un brillant avenir aussi? Non, non, non. Donc, la haine de la famille, une éducation catholique, c'est une autofiction. C'est sur mon trajet amoureux de l'enfance à 25 ans. Jouir, c'est une autofiction. C'est sur le désir. Confession d'une radine et je sais plus, New York, journal d'un cycle, qui est sur le désir d'enfant. Donc, tous ces livres sont à la première personne, et je ne dis rien d'autre que des choses vraies sur moi, mais ce n'est pas parce que j'ai envie de me confesser à vous, c'est parce que je trouve que l'être humain est fait d'une drôle de manière qui m'intéresse. J'ai envie de démonter tout ça. Et puis, en même temps, j'aime beaucoup le roman. Donc, dans mes romans, il y a Le problème à Hygiène, qui se passe à l'université de Yale où j'étais professeure, mais qui est un vrai roman. Il y a La définition du bonheur que vous avez là. Bien sûr qu'il y a des choses autobiographiques dans les vrais romans. On n'invente pas à partir de rien. Mais c'est un roman, des personnages, une histoire. Et en fait, Un brillant avenir dont vous parliez, c'est écrit comme un roman. Vous le lisez, vous ne pouvez pas savoir que je suis concernée. C'est parce que j'en ai parlé après. Rien ne vous dit dans le roman qu'on sait que c'est l'histoire de ma belle-mère. On ne peut pas le savoir. Voilà. Je ne dis pas c'est ma belle-mère. Donc c'est l'histoire de cette femme qui émigre de Roumanie. C'est écrit comme un roman. Voyez. Et l'autre qu'on adorait, c'est compliqué parce que vous parlez d'autofiction. Dans l'autre qu'on adorait, c'est pas un livre sur moi. Je ne sais pas si c'est le bon terme, autofiction. Alors, c'est ce que j'appelle. Parler de roman autobiographique. J'appelle ça un roman vrai. Un roman qu'on adorait. Voilà. Parce que c'est pas un roman sur moi du tout. C'est un roman sur mon ami où j'essaye de reconstruire sa vie, de recomposer sa vie. J'ai fait une enquête, j'ai fait un travail d'enquête. Et vous prenez Vie de David Hockney. Voilà. C'est également, pour le coup, on ne peut pas dire que ce soit une autofiction, on est d'accord. Je ne suis vraiment pas présente dans ce livre. C'est la vie du peintre David Hockney que j'ai écrite comme un roman, comme l'autre qu'on adorait. J'ai essayé de me mettre dans sa tête. Je ne le connais pas, je ne le connaissais pas. J'ai tout lu sur lui. Quelque chose m'a intéressé, m'a happé. Il est devenu personnage, je l'ai senti. Et j'ai écrit de l'intérieur le trajet de l'artiste. Voilà. Donc, ce qui m'intéresse dans le roman, c'est ça, c'est se mettre à la place de l'autre. C'est ça qui m'intéresse dans le roman, c'est d'essayer de
de, de se plonger, enfin de venir habiter les chaussures et les habits de l'autre, quoi, et d'arriver à comprendre l'autre. Voilà. Juste une petite question justement sur Vie de David Hockney, sur ce grand peintre britannique qui me taraude. Est-ce que vous l'avez rencontré? Est-ce qu'il a lu votre livre? Alors, oui, là aussi, encore une petite histoire. C'est dommage que vous n'avez... Alors, donc le livre, on est en 2016, et là, à nouveau, on me demande si je veux... Une éditrice de livres illustrés chez Gallimard me demande... elle a l'idée de lancer une collection dans laquelle il y aura des textes par des romanciers de la maison sur des artistes à l'occasion d'une actualité culturelle. Et elle veut faire le premier en me demandant... Il y allait avoir la grande rétrospective de David Hockney à Beaubourg, qui a eu lieu l'été 2017, printemps-été 2017. Et donc, elle voudrait que j'écrive un texte de 40 pages sur l'œuvre de David Hockney. Moi, je ne connais même pas David Hockney. J'ai entendu son nom, mais c'est tout. Alors que j'avais vécu à Londres en plus. Mais bon, je ne le connais pas. Je dis, bon, je vais voir. Et puis, je rentre à New York. Je lis un livre, deux livres, dont un livre qui est en fait une transcription où lui parle de son enfance. Donc, c'est à la première personne. Il n'a pas écrit, mais c'est un enregistrement d'une interview. Une transcription d'une interview. Et là, je vous dis, c'est là que le personnage, je l'ai aimé. Il est très proustien, quelque part. Il y a le même humour, la même dérision, la même autodérision chez Proust, chez David Hockney. C'est vraiment des qualités qui me plaisent énormément. Et je demande à l'éditrice des livres illustrés, j'ai écouté moi écrire sur son œuvre, n'importe quoi. Enfin, je veux dire, je ne peux pas le faire mieux qu'une autre. Je ne suis pas historienne de l'art. Est-ce que ça vous ennuie si j'écris un truc sur sa vie? Elle me dit, vous faites ce que vous voulez, vous avez carte blanche. Et je me mets à écrire. Elle m'avait demandé 40 pages. Mais le problème, c'est que j'écris 50 pages et qu'il a 27 ans. Et à l'époque, il en avait 80. Donc je me dis, aïe, ça ne va pas le faire. Et donc, c'est en fait devenu un roman. Ça a apparu dans la collection blanche comme un roman. Elle a pas pu lancer le premier livre de sa collection avec moi. Puis elle était un peu inquiète quand elle a lu le manuscrit, parce que c'est très, très intime, parce que je rentre... de tout ce que j'ai lu, j'ai une interprétation de la vie de David Hockney qui est ma vision, qui me paraît être la vérité. Désolée, mais c'est ce que ça me paraît. Et je ne sais pas ce qu'en pense David Hockney, qui est tout à fait... Enfin, à l'époque, je ne pouvais pas savoir ce qu'il en pensait. Il était tout à fait vivant et il avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, parce que vous ne le savez peut-être pas, mais ses tableaux se vendent des millions de dollars, donc il est extrêmement riche. Il n'a pas besoin de moi pour se faire connaître et il a une armée d'avocats. Moi, j'étais un peu inquiète, donc j'ai négocié mon contrat avec Gallimard pour qu'il prenne en charge le procès au cas où. Antoine ne comprenait pas du tout, parce qu'Antoine Gallimard pensait que j'écrivais un livre sur Edward Hopper, donc il n'avait pas du tout compris qu'il risquait de se retrouver avec un procès. Bon, le livre paraît, parce que vraiment, c'est une interprétation voilà. Et je l'envoie au studio Hockney. Hockney, qui est prudent, le fait lire à... Il ne parle pas le français, hein, il parle français, mais il le fait lire à son traducteur, à son assistant, qui était d'ailleurs son mari, ce que je n'avais pas deviné, qui est français, et à son galeriste, enfin, bref, français. Et il attend les rapports. Les rapports ont été bons. Et donc, je l'ai rencontré. Ensuite, le livre a paru en anglais. Il a lu en anglais et il a vraiment, vraiment beaucoup aimé. Donc, il a autorisé que, pour l'exposition à la Fondation Vuitton, qui avait lieu l'été dernier, il a autorisé la publication d'une version de mon roman illustrée par 50 reproductions de ces tableaux. Donc, il y a une très, très belle... vraiment, si vous aimez David Hockney, si vous aimez la peinture, si vous avez un cadeau à faire à Noël à quelqu'un qui aime la peinture ou qui aime David Hockney, cherchez ce livre. Gallimard a fait un travail magnifique de beau livre. C'est un très, très beau livre. Et qui, franchement, pour un livre illustré, n'est pas très cher. Il est à 29 €. C'est pas pour un très beau livre avec 50 illustrations de Hockney. Il n'est pas ici, hein, je ne crois pas, je ne l'ai pas vu. Donc je ne sais pas s'il y en a quelques exemplaires. Je pense que le roman, même pour ceux qui n'aiment pas beaucoup David Hockney, parce que vous savez, en fait, moi, j'écris pas, c'est pas une biographie, hein. J'écris le trajet de l'artiste de l'intérieur. En fait, je me suis énormément identifiée et c'est un livre sur la création. C'est pas un livre vraiment. Parfois, on me dit, vous voulez pas écrire sur un autre artiste? Mais non, je vais pas en écrire deux. C'est un livre sur la création. J'ai pris David Hockney parce que j'avais la chance, moi, je vous disais que j'aimais bien le roman, j'aimais bien rentrer dans la peau de quelqu'un d'autre. Tout est publié sur lui. Je pouvais trouver les pensées sur tout. Donc, c'était très, très bien. Parce que le doute de l'artiste, j'ai trouvé plein de choses. Donc, ça me permettait d'écrire un roman, de suivre son trajet
avec tout le trajet du créateur. Alors c'est vrai qu'il y a un peu un côté conte de fées parce qu'il a quand même, dès sa jeune enfin, il vient d'une famille pauvre, hein, mais il ne savait même pas ce que c'était qu'un artiste quand il a grandi. Dans la ville de Bradford, il n'y en avait pas. Il y avait des gens qui faisaient des posters de cinéma. Ils pensaient que c'était ça, être artiste, et qu'on gagne de l'argent avec un tableau. Vous savez, c'est assez drôle. Moi, je fais une petite anecdote, mais donc il était quand même, il était assez audacieux dans cette famille de 5 enfants où tout le monde doit travailler à partir de 16 ans. Et lui, il se bat, il réussit à obtenir de ses parents d'aller dans une école d'art à Bradford. Et puis à 18 ans, il finit l'école d'art, de 16 à 18 ans. Et puis il y a une petite exposition où les profs de l'école, à Leeds, en Angleterre, exposent leurs tableaux. Puis David Hockney se dit, bah, pourquoi pas moi? Donc il va voir les profs, il dit, moi, je pourrais mettre un tableau? Il n'y avait pas de règle contre, mais il faut quand même avoir l'idée à chaque fois. Donc il apporte 2 tableaux, puis il se dit, bon, il va quand même pas mettre de prix, parce que faut pas exagérer non plus. Donc il met ces 2 tableaux, il y a un portrait de son père et il y a un portrait de sa rue, et quelqu'un veut acheter le tableau de son père. Et on vient lui proposer 10 livres, 10 pounds, 10 livres, qui étaient à l'époque le tiers de sa bourse annuelle. Il n'en revient pas, hein, il se dit: «Quoi?» Et puis tout à coup, il se dit: «Ah mais je ne peux pas le vendre, parce que ça ne m'appartient pas, c'est pas moi qui ai payé la toile, c'est papa. Moi j'ai juste gribouillé dessus. C'est pas à moi qu'appartient». Donc il appelle son père pour lui demander s'il peut vendre le tableau. Son père trouvait le tableau affreux. Donc il est extrêmement étonné. Il se dit: «Ah bah finalement je suis peut-être pas si moche que ça». Et puis après il appelle sa mère et lui dit: «Maman, j'ai vendu papa». Voilà, donc vous voyez, ça c'est les débuts de David Hockney, qui est quand même, c'est assez drôle, quoi. Et c'est vrai qu'après sa vie, le côté conte de fées, c'est qu'il sort de l'école des beaux-arts à Londres, il a déjà un galeriste, ses premières œuvres se vendent comme ça, enfin il y a un côté, mais malgré ça, le doute, parce pendant très longtemps, il n'a pas été pris au sérieux par les grands critiques d'art, et c'est un doute vous voyez, qui était au cœur, enfin c'est ça qui m'a intéressée moi, c'est cette question de qui définit l'artiste? Qu'est-ce que c'est un artiste? Qui décide qui est artiste? Voilà, donc c'est un peu là-dessus que On j'ai va, on va reparler du doute qui taraudait Proust ah! aussi. Le doute taraudait Proust Voilà. aussi, oui. Mais d'abord, je voulais avoir votre avis. Est-ce que la recherche, c'est la vie de Proust? Est-ce que la recherche du temps perdu est une autobiographie? Non, c'est pas comme ça Mmh. qu'il faut l'entendre. Tout est autobiographique dedans, mais c'est pas pareil une autobiographie et de dire je vous dis forcément un romancier, il écrit avec une matière qui est la sienne, hein, il va pas aller la prendre, dans un domaine complètement inconnu. Parce qu'on peut se poser la question, le narrateur n'est jamais nommé, donc on peut Ici, se il est poser... nommé Marcel, Oui, Marcel, il oui, est nommé voilà. Marcel. Donc c'est évident, que le narrateur sait Proust, mais c'est pas il est pas en train de raconter sa vie. Bien Mmh. sûr, on peut trouver des modèles pour chacun des personnages de la recherche, mais lui, il a l'idée de décrire plutôt la vie, un rapport à la vie, son rapport à la vie, et donc tout est une démonstration. C'est un livre sur la vie, c'est pas un livre sur sa vie, c'est un livre sur la vie, c'est pas pareil. Et voilà, je ne sais pas si cette distinction vous la saisissez. C'est beaucoup plus universel que sa propre vie, c'est ça que je veux dire. C'est qu'il écrit sur l'être humain, en fait. Il écrit pas juste sur lui, il écrit sur l'être humain. Et Pourquoi? oui, Vas-y. non, non, allez-y. J'allais dire, pourquoi a-t-il choisi comme titre À la recherche du temps perdu? Est-ce Heu, que... heu, Bah, bon, on le sait, hein, enfin, je veux dire, ce temps perdu, enfin, c'est l'idée, enfin bon, vous allez me faire rentrer dans un cours sur Proust là, mais c'est cette idée, que c'est pas le temps perdu dans le sens: «Je perds mon temps en allant à des dîners mondains», même si c'est un peu ça. Il y a un peu ce côté-là quand même, parce qu'il a perdu beaucoup de temps, parce qu'il a beaucoup procrastiné, parce que sa mère était très fâchée qu'il ne se mette pas au travail, qu'il n'écrive pas, ce garçon si brillant, l'œuvre qu'on attendait de lui. Il l'écrivait pas. Donc il y a ce côté de temps perdu. Mais c'est pas ça, la vraie question, c'est pas ça. Le temps perdu, c'est tout simplement la perte de notre être à chaque minute. À la minute d'après, on n'est jamais le même. Et une des phrases, ah non, je vais pas la retrouver, et c'est dans l'autre qu'on adorait. Il y a une phrase absolument magnifique, enfin, tout disparaît avec le temps, hein. Et même, il dit, Proust dit, enfin, même le chagrin, c'est ça le pire, tout part. Notre être ne cesse de disparaître. C'est cette perte-là, en fait, dont il parle. Mmh. Et la Madeleine, elle concerne cette perte-là, mais on y reviendra peut-être plus Oui, tard. il oublie.
Oui, parce que maintenant, on va parler de la recherche comme le grand roman de l'amour. L'amour est le thème central de la recherche, via l'amour de Marcel pour Gilberte, puis Albertine, l'amour de Swann pour Odette. Proust analyse, décortique en fait le sentiment amoureux. Que nous apprend Proust en fait sur l'amour? Quelle est la place de l'amour pour lui? Ah, vous voulez comme ça que je vous fasse un petit cours sur Proust? Non, mais vous parlez beaucoup d'amour quand même dans votre vie avec Proust. Je sais pas je sais pas si je vais arriver à répondre à la question posée comme ça. C'est-à-dire, vous voyez, c'est une réponse, je vais pas y arriver parce que il me faudrait des citations de Proust que j'ai pas sous les yeux. Et peut-être une citation de Heu, vous alors. Vous avez écrit: «Proust ne décrit qu'une façon d'aimer et c'est la mienne». ah voilà, si Pourquoi? vous m'interrogez là-dessus, Ah. c'est plus facile de répondre sans avoir les citations de Proust sous les yeux. Parce que je peux quand même pas parler de Proust, sans a voilà, je vais faire à un moment, en mai prochain, 3 conférences sur Proust, dans une université, mais je les préparerai. Vous voyez? J'ai pas, j'aurai avec moi les textes quand même. Alors, quand j'ai construit ce livre, Ma vie avec Marcel Proust, je me suis demandé comment j'allais enfin, comment j'allais en parler parce que, en fait, vous voyez, c'était un peu un défi d'écrire ce livre. C'était pas très facile parce que j'écris pas d'essais. J'ai une formation universitaire. Je vous dis, j'ai fait Normal Sup, j'ai une agrégation de lettres classiques, j'ai fait une thèse, mais j'ai laissé tomber tout ça. J'ai écrit un livre sur le roman libertin, mais je ne fais plus du tout de travail universitaire, je n'enseigne plus à l'université, je ne fais plus de recherche, et je ne voulais vraiment pas écrire un livre savant. Ce n'était pas du tout mon idée. Donc je me demandais comment je vais écrire ce livre sur Proust. Et j'ai donc eu cette idée de faire 3 parties suivant ces 3 lectures. Et la lecture à 15 ans, heu Merci d'éteindre les téléphones. ah, il ne peut pas se laisser arrêter. Jamais 203, mais c'est le dernier. Ah, il y a personne pour vous aider? Moi, je suis pas très bonne technologiquement. C'est quoi comme téléphone? C'est un Oui, c'est un Samsung? C'est quoi? Ah, c'est un Apple. Un Apple, ça devrait pas être si compliqué que ça. C'est sur le bouton sur le côté. C'est Un voisin va vous aider, voilà. ah, parce que le nouvel Apple, vous savez quoi? Il faut appuyer un peu longtemps. Moi, j'ai un nouvel Apple, un nouvel iPhone aussi. C'est pas comme avant. Avant, il fallait juste cliquer le bouton comme ça. Et là, il faut appuyer un petit peu longtemps. Je me rappelle que j'ai eu le même problème en fait. Non, de l'autre côté. Oui. Et je crois que c'est un peu longtemps. Vous allez voir si ça marche Merci. ou pas. Non, mais c'est drôle, c'est pas évident, hein, tous ces changements de téléphone. Alors, pardon. L'amour. Et donc l'amour. Et donc, je me suis demandé tout simplement pourquoi est-ce que Proust m'avait tellement plu à 15 ans? Pour quelle raison? Je me rappelais pas, hein. Enfin, j'avais pas une et à 15 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans, tous ces âges-là, disons de 14 à j'étais sans cesse amoureuse. Sans cesse amoureuse. J'étais amoureuse, à 14 ans, de ma meilleure amie en classe, dont j'ai été, passionnément amoureuse. J'étais amoureuse à 15 ans, d'un garçon rencontré en vacances. J'étais amoureuse à 16 ans, de ma prof de français. Mais vraiment, l'amour, hein. Platonique, hein, mais l'amour quand même. J'étais amoureuse, à 17 ans, d'un garçon, rencontré en Hippocagne, pour qui j'ai été folle d'amour pendant 2 ans. Enfin, l'amour a été intense, là, et m'habitait, et était à chaque fois, à part une fois à 15 ans où peut-être il y a eu quand même quelque chose qui s'est passé, mais qui a duré 2 mois, était à chaque fois, pas réciproque, platonique. Enfin, ce n'était qu'une souffrance. Donc je n'ai vécu l'amour que comme souffrance. Avec, vous savez, ce qu'on vit aujourd'hui évidemment avec les iPhones, mais qu'on vivait autrefois avec le téléphone ou les lettres, l'attente, le silence, l'attente d'une réponse, l'angoisse. Et quand j'ai relu Proust,
à 50 ans, mais aussi quand je l'ai relu pour écrire le livre, c'est là que je me suis aperçue qu'en fait, c'est exactement la façon dont Proust ne cesse de décrire l'amour. Ce ne sont que des amours impossibles. Ce n'est qu'une torture qu'il décrit. Que ce soit l'amour de Marcel, adolescent, pour Gilberte, enfant et adolescent pour Gilberte, l'amour de Swann pour Odette, l'amour du narrateur, évidemment, pour Albertine. Et vraiment, il y a beaucoup d'amour dans La recherche du temps perdu. L'amour de Robert de Saint-Loup pour cette actrice Rachel, et l'amour du baron de Charlus pour le violoniste Morel. C'est chaque fois le même amour. Donc un amour... en fait, quand on parle d'amour comme ça, et d'amour très intense, on aurait tendance à avoir l'impression qu'il s'agit de quelque chose d'assez romantique, mais pas du tout. Proust n'est pas du tout un romantique, il parle de l'amour en termes cliniques. Et il a une façon de parler de l'amour quand il dit par exemple, c'est là où j'aurais dû apporter mes citations, mais quand il dit par exemple les charmes je cite approximativement, excusez-moi, les charmes d'une personne sont une cause beaucoup moins fréquente d'amour qu'une phrase comme « Non, ce soir, je ne serai pas libre ». Tout est dit. Hein. Donc, c'est évidemment la résistance, le manque, l'absence, la fuite, l'impossibilité d'avoir. Il dit aussi « Il faut ne plus vouloir pour avoir ». Alors, c'est le paradoxe de l'amour. Il faut ne plus vouloir pour avoir. Oui, vous avez, mais quand vous ne voulez plus, quand vous ne désirez plus, quand vous n'aimez plus. Donc, ça ne sert plus à rien. On n'a plus envie d'avoir à ce moment-là. Donc, tout est comme ça chez Proust. Et il a une façon de décrire la souffrance de l'amour dont j'ai fait l'expérience à cet âge, entre mes 14 ans et mes 18 ans. Et donc, j'ai fait une sorte de parallèle dans mon livre en imaginant toutes ces phrases de Proust, en lisant tous ces passages de Proust, toutes ces phrases s'appliquaient exactement à mes sentiments à moi. Quand il entend ses parents parler, ça l'ennuie énormément, les conversations de ses parents à table, au dîner, puis tout à coup sa mère lui dit que ah bah tiens, au grand magasin cet après-midi où elle est allée faire des courses, elle a croisé Monsieur Swann en train d'acheter un parapluie. Tout à coup, les oreilles. Il est amoureux de Gilbert Swann. Donc, Monsieur Swann, tout son amour, tout à coup, il a une phrase, mais alors, ouais, moi, je vous le dis très, très mal, mais il a une phrase absolument splendide où il parle d'une fleur qui éclot tout à coup au milieu d'un désert, le désert étant la conversation de ses parents à dîner, qui n'a aucune importance, mais tout à coup, à quel point il a envie de savoir si Swann portait sa pèlerine. Enfin, et effectivement, c'est ça l'amour, c'est ce caractère complètement obsessionnel. Voilà. Donc voilà, donc cette façon d'aimer, je l'ai partagée avec enfin, je veux dire, c'est pas que je l'ai partagée, c'est simplement que Proust, à 15 ans, m'a apporté ce que je n'ai trouvé nulle part ailleurs, et qui était à la fois la description de mes symptômes amoureux et leur analyse, l'analyse de ce que c'était que l'amour. Donc j'ai trouvé là des impressions qui, chez moi, étaient totalement confuses et que je n'aurais pas vraiment su nommer, étaient tout à coup articulées dans le discours le plus lucide et le plus intelligent qui soit. Et j'avais exactement cette vision de l'amour comme impossibilité. Et puis je termine ce chapitre avec un petit passage que du coup je vais lire. Attendez, je le retrouve d'abord. Pardon, si vous me permettez, je vais sortir mes lunettes. En attendant, et peut-être vous en parlerez après, moi je voulais revenir après sur Ah oui, mais vous n'allez pas me poser une autre question en attendant. Non. Mais... Ça y est. Allez-y. Ça y est. En amour avec le temps, je me suis éloignée de Proust. À 18 ans peut-être en Bretagne, quand je suis allée chercher dans son berceau
le bébé de ma sœur pour lui donner son biberon après sa sieste. Un filet de vomi a coulé de sa bouche, sa tête est tombée sur son épaule, il ne s'est pas réveillé. J'ai hurlé le nom de ma sœur, incapable d'imaginer qu'un bébé de 4 mois, dont les pleurs avant de s'endormir 2 heures plus tôt résonnaient encore dans ma tête, pouvait mourir. Je suis rentrée à Paris où depuis 1 an et demi, j'étais folle d'un amour platonique pour un camarade d'études, le fils du grand philosophe dont j'ignorais le nom avant d'entrer en Hippocagne, ce nom que je cherchais depuis toutes les occasions de prononcer, comme Marcel, celui de Swann. Je saute, pardon, je passe. L'enfant de ma sœur est mort et j'ai senti une honte infinie pour ma douleur fantôme après avoir été témoin de celle réelle de ma sœur de 22 ans, qui ne pleurait même pas, mais se touchait le ventre et disait « J'ai mal, j'ai mal ». Quand les bébés de 4 mois mouraient dans ce monde, comment pouvait-on se languir d'un amour passionné et non réciproque? Je continue. 7 ans plus tard, à l'étranger, j'ai rencontré un homme. 2 ans après, je l'ai épousé. Certes, son aura de vie inconnue avait éveillé mon imagination et suscité mon désir. Certes encore, donc je fais référence à toutes sortes de passages que j'ai analysés avant sur Proust, certes encore, j'aimais le regarder dormir parce que je le trouvais si beau dans le sommeil, avec ses yeux clos et ses traits apaisés, et que me plaisait de rêver, et qu'il me plaisait de rêver son visage d'enfant. Mais je l'aimais encore plus quand il se réveillait. Pendant 1 an, j'avais lutté contre cet amour parce que je pensais désirer seulement l'impossibilité de le posséder. Je croyais comme Proust à la complémentarité des névroses. Je pensais moi aussi que nous recherchions les êtres, entre guillemets, propres à satisfaire nos sens et faire souffrir notre cœur, fermez les guillemets, et je n'aurais pas défini l'amour autrement. L'être que nous aimons est, ouvrez les guillemets, un produit de notre tempérament, une image, une projection renversée, un négatif de notre sensibilité, fermez les guillemets. Cet homme que j'avais choisi, je me cognais à lui comme à un mur et je me faisais mal, mais c'était aussi cela qui gardait le désir vivant, qui assurait qu'il ne céderait pas à la lassitude et à l'oubli. Le jour de mon mariage, dans la petite chapelle bretonne, je n'étais pas proustienne. Il n'y avait pas de petite voix ironique dans mon esprit, pas d'envers du décor, pas de regard en moi surplombant la scène, pas d'ennui né de cette possession assurée. J'étais folle de bonheur et coïncidais totalement avec moi-même. On le sait, je ne suis pas Proust. Voilà. Merci. Je peux poser une prochaine question là, parce que c'était plein d'émotions et ce silence en est le témoignage. Qu'est-ce qui, peut-être selon Proust, qu'est-ce qui permet de guérir de l'amour? Parce que tout à l'heure, vous avez évoqué peut-être le temps, l'oubli. Oui, enfin, il n'a pas de solution. Hein. Ouais. On ne guérit pas de l'amour. Et il n'y a pas de stratégie non plus. Puisque vraiment, il a cette façon remarquable de dire que la stratégie en amour, en fait, le désir, ça se sent. Et que donc, la seule stratégie, c'est de ne plus avoir de désir, de ne plus aimer. C'est la seule stratégie efficace. Mais vous voyez, cette espèce d'énorme paradoxe de l'amour chez Proust. Il n'y a que quand vous n'aimez plus que c'est bon, que ça marchera. Donc, ça ne peut jamais marcher. C'est triste. Oui, et il dit aussi que le plus triste, c'est que le chagrin, même le chagrin disparaît. C'est ça le plus triste. Venons-en maintenant. Il compare l'oubli à un python qui dévore tout. L'image de ce monstre, du python qui dévore, de l'oubli. C'est vraiment ça l'image du temps. C'est cette chose qui nous engloutit. Alors. On peut en venir maintenant à peut-être à votre deuxième lecture de la recherche, qui était la recherche comme le grand roman de la société. Et on a souvent évoqué le mépris de classe qui transparaît chez Proust, qualifié de mondain, voire de snob. Et j'ai noté une citation de la romancière Annie Ernaux, qui a dit « Il y a chez Proust une dimension sociale qui m'est insupportable. La façon dont il parle de Françoise, donc la domestique et cuisinière du narrateur, il y a des phrases terribles où il compare sa façon de regarder le monde à celle d'un chien, une sorte de vie inférieure.
Il y a là quelque chose de profondément douloureux pour moi, car pour moi, profondément, Françoise, c'est tous mes ascendants. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais. C'est dommage que que j'avais pas j'avais déjà publié, en fait, j'avais déjà rendu le manuscrit quand j'ai vu en relisant un livre d'Annie Ernaux exactement une phrase, pas celle-là, mais une autre phrase sur Proust, et j'ai regretté de pas l'avoir, si je l'avais vu avant, j'en aurais parlé en fait. Alors d'abord, juste avant de répondre à votre question, c'est vrai qu'en relisant donc la recherche à 20 ans, je me suis tout à coup aperçue, je vous ai dit, ma lecture était complètement différente. Je me suis aperçue que Proust ne parle pas du tout de notre être tout seul dans le monde, avec nos sentiments passionnés, amoureux, etc., mais qu'il décrit l'être en société, toujours par rapport aux autres, et pas du tout uniquement cette espèce d'être isolé et amoureux, mais c'est toujours, il y a la famille qui est là, il y a les grands-oncles, il y a les grandes-tantes, il y a tout, toute la société est là. Et la société joue un rôle, pour lui, nous sommes un être social d'abord. Et notre rapport à la société est extrêmement drôle. Il y a vraiment quelque chose, quand vous lisez À la recherche du temps perdu, c'est drôle. C'est plein de comiques différents. Il y a parfois un comique burlesque, presque d'enfant, hein. Je cite le passage où le narrateur est à Balbec et le liftier de l'ascenseur insiste pour appeler la marquise de Cambremer, Madame de Camembert. Et le narrateur essaie de corriger, il lui dit non, non, c'est pas. Mais il dit ah, c'est Madame de Camembert. Voilà. Voilà. Et la façon dont l'écrit Proust, c'est extrêmement drôle. Et plein de petites comparaisons comme ça qui sont vraiment. Et cette question du mépris de classe, alors, qui est. D'une certaine manière, on pourrait presque dire qu'il y a deux visions opposées de Proust là. Il y a celle d'Annie Ernaux, qu'on pourrait opposer à celle de Laure Murat. Parce que Laure Murat, dans Proust, roman familial, elle dit au contraire que finalement, le but de Proust, c'est de détruire l'image de l'aristocratie, enfin, qui fait tomber l'aristocratie de son piédestal, qu'il n'y a pas un moment où il a cru à la supériorité d'une classe sur l'autre, que c'est pas, enfin, voilà, et que quelque part, Proust l'a aidée, elle, à sortir de son milieu aristocratique. Et en plus, comme elle est homosexuelle, lui a permis aussi de donner la voix, enfin, d'affirmer sa différence. Alors moi, je ne suis pas entièrement d'accord parce que il est vrai que tout au long de la recherche, il y a un milieu social dont on va découvrir à la fin qu'il ne vaut pas mieux, mais à la fin. En tout cas, pendant toute la recherche, il domine les autres. Et c'est celui des Guermantes. Le milieu des Guermantes, qui est le milieu le plus exclusif, le plus chic, le plus élégant, le plus brillant, ben, c'est là où le narrateur veut entrer. Les autres milieux ne le satisfont pas tellement. Aller chez les Verdurins, qui sont un peu bourgeois, vulgaires, il n'aime pas trop. Donc, il y a, tout au long de la recherche, une forme de snobisme. Le narrateur lui-même, il a un snobisme. Mais, pour moi, si Proust choisit de décrire ça, c'est justement c'est son goût de la vérité qui fait qu'il décrit ça. Et je crois qu'il voit l'être humain comme nous avons tous ce snobisme. Je suis désolée, c'est un snobisme de l'être humain. Je ne sais pas ce qu'il en est d'Annie Ernaux, je lui posais la question, mais dans vos cercles sociaux, je suis sûre qu'il y a des gens, il y a vos vrais amis, mais il y a aussi des gens qu'à un certain moment de la vie, on a préféré fréquenter que d'autres. On a aimé parfois dire « Ah ben, je connais les untels ». Ce qu'on appelle, je ne sais pas si en français on l'appelle le name dropping, pouvoir comme ça nommer un tel, un tel, un tel. On a tous connu ça, le petit plaisir qu'il y a à connaître les grands de ce monde. Donc je crois que c'est ça qui intéresse Proust. Et ça l'intéresse parce que ce qui l'intéresse, c'est de décrire l'être humain. Et à la fin, il va montrer comment les grands de ce monde, ben non, ce n'est pas des grands, hein. Au bout du compte, tout se mélange. Est-ce qu'il veut montrer notre hypocrisie, en fait? Oui, une part d'hypocrisie, de vanité, oui, tous les sentiments humains. Alors, après, je comprends ce que veut dire Annie Ernaux, mais j'ai pas parlé de ça dans mon livre, mais j'ai parlé de quelque chose dont on pourrait dire d'un peu similaire, qui est la question de l'antisémitisme. Similaire parce que c'est comme une pensée non pensée dans la recherche. De même qu'il ne réfléchit pas finalement. Françoise, c'est la servante. Il parle d'elle avec beaucoup d'humour.
beaucoup de tendresse aussi, beaucoup, beaucoup de tendresse. Et puis elle est dure aussi, elle lui rapporte ses paroles sur le narrateur. Et à un moment, d'ailleurs, il dit qu'il s'est rendu compte par Françoise, je n'ai pas la citation sous les yeux, mais à quel point nous nous faisons illusion quand nous croyons à l'amour de ceux qui ont toujours été là pour nous. Elle a à un moment des propos extrêmement durs, et il s'aperçoit qu'elle n'a pas du tout une bonne opinion de lui, en fait, Françoise. Et oui, donc il est attentif à tous les rapports. Mais là-dessus, il a grandi dans un monde de upstairs, downstairs. Il a grandi dans un monde où il y a une hiérarchie sociale. C'est une certitude. Qu'on puisse demander à un bourgeois de bonne famille de la fin du 19e siècle de pas penser, de penser hors de la... Je ne sais pas comment dire. Il pense tout, donc il a une critique de la société. Mais il ne peut pas penser comme Annie Ernaux à la fin un siècle après. Je pense que ce n'est pas possible. Alors, moi, j'ai été choquée par certaines phrases concernant les Juifs du roman. Vous savez, Proust est juif par sa mère. Le narrateur, on ne sait pas du tout s'il est juif ou pas, il n'en est jamais question. Et d'ailleurs, on ne sait pas non plus si le narrateur est Dreyfusard ou anti-Dreyfusard, alors que Proust a été Dreyfusard. Donc Proust est quand même engagé. Il a écrit à un moment une lettre à son ami Robert de Montesquieu, qui est le modèle du baron de Charlus dans le roman, qu'il avait entendu faire une méchante plaisanterie à un dîner pour lui dire « Cher ami, pour que vous ne commettiez pas, enfin d'un père, quand je tiens à vous signaler que ma mère est juive. » C'est un certain courage dans un milieu où être juif, c'est n'être pas tout à fait français hein, à l'époque, la fin du 19e siècle. Donc il n'hésite pas, il cache rien, il n'a rien à cacher. Hein. Mais par contre, dans son roman, j'étais vraiment très frappée par ça. Bon, déjà, j'ai écrit comment le personnage où je me suis le plus reconnue moi-même, c'est Bloch. C'est un ami du narrateur qui se trouve être juif, justement, mais qui est maladroit, gaffeur, vaniteux. Parce que c'est ça que j'ai trouvé chez Proust aussi. J'ai trouvé chez Proust une critique de qui je suis. J'ai trouvé une critique à la fois moqueuse et tendre de qui je suis. Est-ce que vous êtes un petit peu gaffeuse? Je suis extrêmement gaffeuse. Et donc, il y a une petite scène que je raconte souvent. D'ailleurs, je vais la raconter. J'étais en train de parler de Bloch, mais c'est pas grave, et de l'antisémitisme, mais si j'en parle pas, c'est pas grave. On y reviendra. Mais c'est une scène qui, moi, m'a énormément frappée. Et du coup, cette scène, je suis sûre que quand vous lisez À la recherche du temps perdu, il y a vos scènes qui vous marquent, qui sont celles où vous sentez, vous imaginez très bien cette scène et ce que vous auriez fait à la place du narrateur. Et donc, cette scène-là, que j'ai aussi imaginé le regard de mon ami dans L'autre qu'on adorait sur cette scène. C'est une scène, attendez, comment je vais faire? C'est pas grave, je vais faire ça. Où donc, le jeune Marcel, le narrateur de La Recherche, est invité chez les Guermantes. Et il est encore assez jeune et c'est une de ses premières invitations. Donc, il est extrêmement content d'être chez les Guermantes, parce que c'est quand même le milieu où il a envie d'entrer. Alors, donc, il ne s'approche pas. Et de loin, il se contente de faire un petit salut comme ça. Et il ne s'approche pas. Et le lendemain, les Guermantes rencontrent, parce qu'ils sont voisins, les parents du narrateur, et les complimentent sur l'élégance des saluts, enfin sur les saluts de leur fils, qui sont vraiment extrêmement élégants. Et Proust dit, ils omettent quand même de dire que la vertu principale de ces saluts, c'était la discrétion. Et par ailleurs, ils en font un compliment, ils font un compliment aux parents donc de la politesse de leur fils, aussi grande que s'il avait, dit-il, écrit un chef-d'œuvre. Et enfin, ce compliment sert aussi de leçon pour l'avenir. C'est une façon de dire, très bien, la prochaine fois qu'il ne s'approche pas davantage. Bon. Parce qu'il avait compris les codes de la société, Proust. Il avait compris que venez, venez, et la dame en question, c'est la reine d'Angleterre, avec qui parlait le duc de Guermantes. Et en fait, ça veut dire non, 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 ne vous approchez pas. Bon. Et moi, j'ai imaginé la scène, et j'ai imaginé, alors je n'ose plus sortir du cadre, mais j'imaginais me précipitant tout de suite vers le duc de Guermantes et cette dame, serrant la main de la dame. Bonjour madame, vous êtes qui? Moi, je suis Catherine Cusset. Vous savez, l'auteur de Ma vie avec Marcel Proust, vous le trouvez là, vous l'achetez en sortant. Et vous, pardon, vous êtes qui? À la reine d'Angleterre. Je suis ravie de vous rencontrer. Voilà.
pas réinvité chez les Guermantes la prochaine fois. Allez savoir pourquoi. Voilà. Et mon ami a vécu une scène, mais exactement comme ça, que je raconte dans L'autre qu'on adorait. Et ben alors, pas tout à fait, on ne parle pas des Guermantes, mais il est à l'époque, il fait sa thèse, donc je dis sur Proust à Columbia, et il fait un stage pendant l'été au service culturel de l'ambassade de France, à New York. Il habite à New York. Et un ministre rend visite, et on demande donc à mon ami, qui est stagiaire au service culturel de l'ambassade, d'accompagner le ministre comme traducteur et pour l'accompagner, pour qu'il ait un guide dans New York. Très bien. Et donc le matin, très tôt, il y a un petit déjeuner aux Nations Unies. Et un petit déjeuner dont le sujet est le Moyen-Orient, où se trouve donc le ministre français en question, et Netanyahou, qui à l'époque, je ne sais pas d'ailleurs ce qu'il était à l'époque, c'était il y a longtemps, hein, on parle il ne devait pas être encore à la tête d'Israël, c'était il y a très longtemps. Donc, mais en tout cas, il avait déjà un poste important, je crois. Et donc, il y a ce petit déjeuner, mon ami traduit, et la conversation le passionne, c'est passionnant. Il est quand même assez content d'être rentré à l'ONU, derrière le ministre, enfin, c'est assez chic tout ça. Et comme la conversation le passionne, que fait-il? Il participe, parce que ça le passionne. Il a un avis sur la question, donc il le donne. Bon, il rentre au service culturel de l'ambassade, il est convoqué chez le conseiller culturel, il y va tout guilleret en se disant « Ah, chouette, mais j'ai vraiment bien fait, j'ai vu que ce que j'ai dit était très intéressant, ça a l'air d'avoir beaucoup intéressé Netanyahou, je parie que là, on va me proposer un poste direct. » Puis d'ailleurs, il se disait « C'est beaucoup mieux que d'être prof, je vais avoir une carrière dans la diplomatie. » Donc devinez, il entre chez le conseiller culturel, « Monsieur, prenez vos clics et vos claques, sortez d'ici, ne remettez pas les pieds dans ces services culturels. » Il dit, mais c'est un malentendu total. Mais qu'est-ce que vous voulez dire? Enfin, monsieur, vous avez osé parler au nom de la France. Voilà. Donc, c'est petit. Vous voyez, c'est de ça qu'il parle Proust. Et mon ami, il n'est pas dans un milieu aristocratique. Ça n'a rien à voir. Mais il parle de la hiérarchie sociale. Il n'y a pas de... je ne sais pas, un jour, quand je verrai Annie Ernaux, je lui poserai la question, mais la hiérarchie sociale, elle existe à tous les niveaux. Elle existe dans tous les milieux professionnels. Donc, il met le doigt sur la difficulté, sur le désir qu'on a, d'être reconnu par plus grand que soi, d'entrer dans les... Vous savez, c'est la phrase des Marx Brothers, quoi. Je ne veux pas être membre d'un club qui m'accepterait comme membre. C'est exactement ça, quoi. Proust. Donc, il y a toujours quelqu'un à snober ou susceptible de ça, vous snober. à tous les niveaux. Et d'ailleurs, Françoise, dans la recherche, elle a quelqu'un à snober. Donc, c'est vrai qu'il y a... Je vois très bien ce que veut dire... mais c'est un peu trop politique. Pour moi, c'est un peu trop politiquement correct, quoi. Donc, mais en même temps, je me suis beaucoup indignée moi-même sur ce que Proust disait sur les Juifs, quand il parle du nez de Bloch, de son gros nez juif, du nez de Swann et le juif assimilé, complètement assimilé. On sait même pas qu'il est juif, c'est au moment de l'affaire Dreyfus. Et à ce moment-là, Proust nous dit, ben, son nez se met à devenir un gros nez juif, quoi, à ce moment-là, au moment de l'affaire Dreyfus. C'est assez choquant. Et à côté de ça, il décrit le nez de Robert de Saint-Loup, qui est parfaitement élégant, avec des ailes de nez qu'il compare à des papillons. Je me dis quand même, oui. Donc j'étais un peu choquée. J'ai parlé de mon choc dans ce livre. En même temps, je pense qu'à nouveau, c'est une démonstration que fait Proust, qui veut montrer, de même que nous sommes snobs, nous sommes antisémites. Mais que lui, après, il fait une magnifique démonstration où il compare l'antisémitisme, où il compare les Juifs à la race persécutée des homosexuels. Il dit en fait que c'est la persécution qui donne ces traits-là, ces traits communs à une race. Donc il est très, très sensible à la question de la persécution. Mais quand Antoine Compagnon a lu mon livre, il m'a dit il avait aimé le livre, mais qu'il trouvait que ce que je disais sur l'antisémitisme était complètement faux, comme ce que je suis en train de dire sur la phrase d'Annie Ernaux. Il m'a dit enfin, c'est juste dans l'air du temps, c'est un antisémitisme, c'est tout à fait normal. Proust lui-même était absolument pas antisémite, il était, voilà, etc. Donc il y a cette question effectivement de l'anachronisme, comment lire une œuvre d'un autre temps, dans un temps où tout le monde parle, voyez, pour la France de la fin du 19e et du début du 20e, les Israélites ne sont pas français en fait. C'est comme ça que les choses, qu'on voyait les choses. Vous venez d'évoquer l'homosexualité, peut-être
Proust était lui-même homosexuel et il défend explicitement l'homosexualité dans la recherche. Est-ce que c'était une position courageuse, moderne, nouvelle pour l'époque? Ah oui, alors il en a tout à fait conscience. C'est pas le premier roman. Bon, il écrit à la même époque que Gide, hein, donc c'est pas du tout le premier auteur à parler de l'homosexualité. Mais quand même, quand il a écrit à ses éditeurs en envoyant le manuscrit, il a tout de suite prévenu qu'il avait un personnage assez risqué, qui est ce qu'il appelle le vieux pédéraste viril, enfin, ou efféminé, pardon, et que vraiment, voilà, qu'il faut quand même que l'éditeur sache qu'il y a ce personnage. Et c'est assez incroyable, parce que la façon dont il parle du baron de Charlus, c'est incroyable. Vous savez, cette scène à la fin, dans Le Temps retrouvé, quand on le lit, alors ça commence comme une séquence du Club des Cinq. Le narrateur est dans Paris en temps de guerre, en plus on est en pleine guerre de 14-18, et comme c'est la guerre, c'est très dur de trouver un café ouvert où il a très soif, mais tout est fermé, puis il voit juste un hôtel ouvert. Il dit bah, je vais aller prendre une boisson là. Il entre dans l'hôtel, il demande une boisson, puis il y a des gens là qui parlent à côté de lui, et il saisit des mots, il a l'impression qu'on parle Il dit oui, qu'on a acheté les chaînes, il n'est pas suffisamment bien enchaîné. Il se dit mais c'est quelque chose de terrible se prépare dans cet hôtel. J'ai l'impression qu'on va assassiner quelqu'un. Et donc vraiment c'est Club des Cinq, hein. Et donc il se dit bon, il profite, il fait semblant, je sais pas, peut-être d'aller aux toilettes ou ailleurs, mais en fait, il se faufile dans l'hôtel, il commence à monter des escaliers, il se demande où est cette personne. Puis d'un coup, il voit dans un mur un œil de bœuf. Parfait, il monte sur une chaise, il regarde par l'œil de bœuf, et là, horreur des horreurs, il voit un homme enchaîné, attaché sur un lit, et quelqu'un qui est en train de le fouetter. Et tout à coup, le visage se tourne, et c'est le baron de Charlus. Et puis les mots qui sont prononcés, c'est plus fort, mais plus fort. Voilà, donc il dit ah, voilà l'assassinat en question, quoi. Et il en parle de façon extrêmement comique, mais extrêmement osée. Et il a une phrase que je trouve vraiment étonnante et pas évidente, hein, et il dit à un moment que le rêve de Monsieur de Charlus de se faire enchaîner et frapper, et battre, était dans sa laideur, donc il reconnaît la laideur de ce rêve, aussi poétique que chez d'autres le désir d'aller à Venise. C'est ce que j'appelle, excusez-moi, une leçon de tolérance. Une leçon de tolérance, c'est-à-dire le désir prend la forme qu'il prend. Le désir prend la forme qu'il prend du moment. Alors Proust serait absolument contre toute abus, agression de l'autre. Je pense que pour lui, la liberté s'arrête vraiment là où commence celle d'autrui. Je crois que c'est une évidence, hein, mais il a, en tant qu'homosexuel, je crois qu'il a vraiment vécu la souffrance de ceux qui n'ont pas la liberté à cette époque de vivre ouvertement leur vie, leur désir. Hein, c'est un fait. Vous nous avez montré que Proust était drôle. Et est-ce qu'il était aussi ironique? Parce que vous parlez de l'ironie dans votre livre et ça m'a marqué. C'est cette ironie qui est une spécificité française. Oui, aussi. Voilà, donc je crois que tout ce dont j'ai parlé là maintenant, c'est Oui. pour ça, quoi. Oui. Et je voulais vous demander à ce sujet parce que vous dites qu'aux États-Unis, il n'y avait pas cette ironie-là. Parce que vous avez vécu 30 ans Vous savez, aux États-Unis. les Français sont effectivement un peuple ironique. Nous sommes un peuple ironique et critique. Ironique, critique et plaintif. Excusez-moi, je crois que c'était plaintif. Oui. Je suis désolée de dire ça des Français, mais j'ai eu beaucoup de mal en Amérique avec une chose. C'est cette expression qu'on dit good job. Vous savez, vous avez votre enfant. Mais aujourd'hui, ça a un peu changé quand même. Mais pas moi, à l'époque où j'ai grandi, c'était pas comme votre enfant fait n'importe quoi, je sais pas, il monte une marche. Good job, good job, good job. Et j'entendais que ça à longueur de journée. Good job. Et sans ironie, vous voyez, c'est bravo, 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 bravo. Et je sentais qu'en tant que Français, on a du mal à dire good job. On a du mal à dire good job. D'ailleurs, c'est vrai, hein, à l'école, une bonne note, c'est oui, c'est bien. Bon, t'aurais quand même pu. C'est bien, bon, t'as eu 20. T'aurais quand même pu, excuse-moi, mais t'aurais quand même pu là
écrire de façon plus lisible. Enfin, il y a toujours une critique. Il y a toujours une critique. D'ailleurs, la vérité, c'est que quand nous étions jeunes, là, la plupart dans cette salle, ceux qui ont un certain âge, le 20 sur 20, ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Le 19 sur 20, ça n'existait pas. Le 18 sur 20 non plus. La meilleure note, c'était un 16 ou un 17 sur 20. C'était pas possible. D'ailleurs, je vais vous dire une petite anecdote concernant mon ami dont je vous parlais, celui qui s'est tué à 39 ans, que j'appelle Thomas dans l'autre qu'on adorait. C'est une histoire vraie. À un moment, pour gagner de l'argent, il est rentré dans un réseau à Paris qui consistait à aller passer le bac pour des fils à papa qu'il avait raté. Et il voulait partir en Amérique, mon ami, et c'était hyper bien payé. Il fallait juste qu'il aille faire une disserte de français et une disserte de philo, et il touchait 5 000 francs. 5 000 francs, c'était le SMIC à l'époque, pour 2 dissertes. Lui, il était déjà en Cagne, enfin, il venait de passer normal sup. Aller faire 2 dissertes, c'était rien. Mon frère devait être dans le même réseau, mon frère a pris peur, il s'est retiré. Et donc cet ami y est allé non sans peur, parce qu'il y avait une fausse carte d'identité, enfin, c'était organisé, hein. Et donc il écrit sa disserte de français, il écrit sa disserte de philo, voilà. Il se dit, bon, il a fait un travail qu'il a estimé, enfin, il voulait faire quelque chose de remplan-plan, modéré, médiocre, juste qu'il ait la moyenne pour passer, quoi. Donc il a fait des efforts pour pas être brillant. Voilà. Et le garçon vient chercher ses résultats, le fils à papa. Il y a un inspecteur qui l'attend. Et il est accompagné de l'intermédiaire du réseau, pas de mon ami, hein, l'intermédiaire, il fait partie du réseau, il a du sang-froid, quoi. Et donc l'inspecteur fait venir le garçon dans une salle et lui dit, écoutez, voilà, vous avez eu 20 sur 20 en français et 20 sur 20 en philo. Donc nous avons regardé votre dossier scolaire, parce que vraiment c'est très rare d'avoir de 20 sur 20. Et nous avons vu que vous aviez 3 de moyenne. Donc, ça nous pose problème. Donc, il semble clair que quelque chose s'est passé. Et alors, il s'est effondré tout de suite, le garçon. Il a dit, oui, absolument, c'est lui l'intermédiaire. Et l'intermédiaire a dit, alors, je ne comprends pas de quoi il parle, c'est un ami. Il savait qu'il était très mauvais, qu'il avait besoin de quelqu'un pour l'aider, pour lui donner des petits cours. Moi, je lui ai présenté quelqu'un que je ne touchais même pas le nom à une fête que je rencontrais, et je ne sais pas ce qui s'est passé après. Voilà. Donc, mon ami a été sauvé de justesse, quoi, parce qu'après, on était interdit d'études en France. Donc, ceci pour dire, vous voyez, le 20 sur... Voilà, les Français sont aussi resquilleurs, il y a plein de choses des Français comme ça. Mais en même temps, il y a cet humour, il y a ces... Vous voyez, Madame Verdurin, dans le roman, dans À la recherche du temps perdu, la patronne, elle fait des discours, si vous vous rappelez. Proust est incroyablement ironique à l'égard de Madame Verdurin. Vous lisez des descriptions de Madame Verdurin, mais il se moque d'elle à chaque ligne. C'est incroyable. Il se moque beaucoup moins des Guermantes, un peu. Ils sont superficiels, mais il y a cette élégance Guermante quand même. Alors que les Verdurins, vraiment, ils sont ridiculisés à toutes les lignes. Et je me rappelle aussi, quand j'étais aux États-Unis, j'ai cette grande amie, qui d'ailleurs est devenue une star internationale et psychologue. Et chez elle, un dîner chez elle, elle faisait toujours un discours. Et dès qu'il y avait un Français dans la salle, le Français disait tout de suite « Oh non, pas un discours !» Et ça énervait cette amie, qui comprenait très bien le français, parce qu'elle est belge. Et je comprends, les Français, c'est « Oh non, tu vas pas nous emmerder, quoi. Non, c'est bon, on n'est pas là pour entendre des discours. » On a un côté comme ça, vous voyez, il y a aussi la vivacité, ça va avec la vivacité de l'esprit français. C'est un esprit vif en même temps. Il y a une sorte d'intelligence, il y a une... Alors peut-être que les choses changent, je ne sais pas. Mais Proust, effectivement, il y a cette ironie qui n'est pas méchante chez Proust. Elle n'est pas méchante, l'ironie. Elle peut être cruelle parfois quand même. Mais il se moque un peu de tout et de tout le monde. Et c'est vrai que je dis que ça fait du bien en même temps à une époque de correction politique, ça fait du bien de lire Proust parce qu'il n'est pas très correct politiquement, quoi. C'est grâce à son ironie. Et il se moque d'abord de lui-même, en fait. Voilà. Et pour terminer, on a évoqué tout à l'heure le doute, et vous nous expliquez aussi que dans votre essai que Proust était l'écrivain du doute, qu'il craignait son absence de talent. Il parle même, je crois, de sa nullité intellectuelle. Alors, est-ce que c'est pas rassurant pour tout écrivain ou pour tout jeune qui aspirerait à être écrivain de lire ça de la part de Proust, ce doute quant à ça? En fait, c'est bien sûr que c'est ça que j'ai dit justement dans ma
dans la troisième partie de mon livre. En fait, Proust, quand on parle de la recherche du temps perdu, on en parle comme du roman de la vocation. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette façon-là, le roman de la vocation, de la révélation, de la Madeleine. Enfin, il y a une certitude au cœur de l'œuvre de Marcel Proust. Mais c'est fou à quel point, effectivement, il parle tout au long de l'œuvre de son doute. Il doute de lui-même, il doute que la littérature existe. Il parle de sa paresse, il parle de sa procrastination, de son incapacité à se mettre au travail. Et dans ma troisième partie, quand j'ai relu Proust en fait à 50 ans, j'ai tout de suite imaginé que mon ami, qui n'arrivait pas à se mettre au travail, en fait, il n'arrivait pas, vous savez, il n'arrivait pas à rester assis à une table, et il était fondamentalement artistique, hein, il avait une sensibilité, mais il n'arrivait pas à écrire, il n'arrivait pas, c'était bloqué. Et c'était effectivement rassurant de voir que Proust n'arrivait pas à écrire. Proust n'arrête pas de dire que il n'y arrive pas. Et c'est cette question de la paresse, de la procrastination. Il parle de sa nullité intellectuelle. Il y a des scènes. Vous vouliez que je lise quelque chose, c'est ça? Vous aviez un passage de. Oui, 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 pour rebondir sur ça, du côté de chez Swann, il dit: « Il me semblait alors que j'existais de la même façon que les autres hommes, que je vieillirais, que je mourrais comme eux, et que parmi eux j'étais seulement du nombre de ceux qui n'ont pas de disposition pour écrire. Aussi découragé, je renonçais à jamais à la littérature, malgré les encouragements que m'avait donnés Bloch. » Voilà. Et ça arrive à plusieurs reprises, il parle de ces scènes-là où il s'aperçoit qu'en effet, il n'est pas suffisamment doué pour écrire. Ça ne marchera pas, quoi. Et puis, il y a aussi toute l'histoire de la publication du livre. Je ne sais pas si vous la connaissez un peu, l'histoire de la publication du livre. Allez-y, dites-nous. Donc Proust termine du côté de chez Swann en 1912. Il est né en 71, donc il a 41 ans. 41 ans en 1912, franchement, c'est comme avoir 55 ans aujourd'hui, hein. C'est 55 ans, voire 60. On a gagné quand même, on a gagné 30 ans de vie par rapport à cette époque-là, hein. Donc il n'est pas jeune. Il n'est pas jeune et il est déjà connu dans les milieux littéraires parce qu'il a publié beaucoup d'articles dans le Figaro. Il a publié l'introduction qui s'appelle De la lecture à sa traduction de Ruskin. Et il a publié beaucoup plus jeune un petit livre qui s'appelait Les plaisirs et les jours, avec des illustrations, que c'est très très mal vendu parce qu'il était vendu beaucoup trop cher. Parce qu'il y avait des illustrations, c'était un beau petit livre. Et donc, il a pour ami Gaston Calmette, qui est le directeur du Figaro. Et Gaston Calmette est un ami proche de Fasquelle, des éditions Fasquelle. Et la maison d'édition Fasquelle à l'époque, c'est l'équivalent de Gallimard aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est vraiment la maison d'édition installée chez qui publie les grands écrivains. Et donc, Proust lui parle de ce manuscrit et il en parle à Fasquelle et il dit à Proust, aucun problème, il vous publie, vous lui donnez le manuscrit, il vous publie tout de suite. Et la question évidemment de la taille, parce que c'est déjà assez long, est-ce que ça va être en 2 volumes, en 1 volume, etc. Et j'aimerais bien vous donner de l'eau, ça me fait de la peine de vous voir tousser comme ça. Vous avez... C'est habituel. C'est habituel, d'accord. Et donc voilà, donc il a un éditeur assuré, qui est Fasquelle. Et puis Proust se demande en même temps s'il n'aurait pas mieux fait d'aller s'adresser à une jeune maison d'édition, toute nouvelle, qui vient d'être créée, et qui publie des auteurs d'avant-garde, comme Gide, comme Claudel. Et cette maison d'édition qui publie... Alors, les auteurs d'avant-garde publient en général des livres assez petits, avec des phrases assez courtes, alors que lui, il a un énorme livre avec des phrases très longues. Mais en même temps, il se dit qu'il a la conscience que son œuvre est assez novatrice, qu'il est en train de faire quelque chose de nouveau. Et puis, en plus, ce personnage dont on parlait, là, du pédéraste, il se dit, est-ce qu'il n'aurait pas mieux fait d'aller s'adresser à cette maison d'édition? Et il écrit donc à son ami, qui s'appelle, quelqu'un qu'il connaît, qui s'appelle Copeau, qui travaille donc à la maison d'édition, enfin à la revue, la NRF, et il lui dit, est-ce que, voilà, viens de finir ce manuscrit.
Et Copo lui répond, écoutez, moi je dirige la revue de la NRF. Si vous voulez parler de la maison d'édition de la NRF, il faut vous adresser à Gaston Gallimard. Alors Proust écrit à Gaston Gallimard, qui est jeune à l'époque, et dit, ah ben, tant mieux parce que j'ai rencontré Gaston Gallimard, qui est un jeune homme charmant, chez son oncle, Robert je sais plus, Gagna, qui est un ami à moi. Donc au moins, tout ça se fait entre amis et c'est beaucoup plus agréable. Donc il écrit à Gaston Gallimard, qui d'abord ne répond pas. Il écrit une deuxième lettre et Gaston lui dit, désolé, j'ai pas eu votre première lettre, j'étais pas à Paris. Absolument, cher ami, envoyez-moi votre manuscrit, on le publie quand vous voulez. Et Proust dit, écoutez, c'est pas si simple que ça, parce que je l'ai déjà envoyé, il ne veut pas nommer, je l'ai envoyé à une autre maison d'édition, quelqu'un s'est chargé de le transmettre à une autre maison d'édition, et je ne voudrais pas vexer ce quelqu'un en lui enlevant le manuscrit. Ce serait peut-être grossier parce qu'il s'est engagé pour moi, alors je ne sais pas, est-ce que vous publieriez quelque chose d'aussi gros, etc. Bon. Gallimard lui répond, mais écoutez, mon cher ami, j'adorerais vous publier, aucun problème. Donc, mais oui, effectivement, aussi long. Enfin, on fera 2 volumes, le premier volume en janvier, le deuxième en mars. Enfin, vraiment, ne vous inquiétez pas. Et Proust lui dit, oui, alors voilà, le problème, c'est que je l'ai donné à Gaston Calmette, qui l'a remis à Fasquelle. Est-ce que je peux me dédire? Est-ce que je peux le retirer sans être indélicat? Je ne sais. Bon, tout ça prend, vous voyez, il y a des échanges de courrier comme ça pendant 1 mois ou 2. Il a donné le manuscrit aux 2 maisons. Et puis, il n'y a plus de nouvelles. Alors là, on était en novembre 2012, maintenant on est fin décembre 1912, pardon. Et Proust écrit à Calmette, qu'est-ce qui se passe alors? Pas de réponse. Et il écrit à Gaston Gallimard, alors, oui, pas de nouvelles, bonnes nouvelles? Vous avez lu mon manuscrit? Pas de réponse. Et puis finalement, fin décembre, arrivent 2 lettres. Non, non. Manuscrit qui avait été accepté. Non, non. Donc il vit à 41 ans, qui, je vous dis, est plutôt l'équivalent d'une bonne cinquantaine aujourd'hui, un échec, alors qu'il vient de terminer enfin ce premier volume. Et c'est là où je dis qu'en effet, Proust rend un immense service aux écrivains, qui forcément vont tous faire l'expérience extrêmement angoissante de la publication, de soumettre à la publication. Et le rejet, c'est quelque chose que beaucoup d'écrivains ont vécu. Et de savoir que le plus grand d'entre eux a vécu ce rejet, c'est en effet extrêmement, extrêmement rassurant. Voilà. Est-ce que pour terminer, vous pourriez nous lire un extrait que je vous ai mis là, c'est page 210, dans lequel justement Proust vous rappelle que l'essentiel, c'est ce qui vous est singulier, ce qui n'appartient qu'à vous. Je crois que j'ai mis des Oui, crochets. oui. Voilà. Je vais commencer un paragraphe plus haut, comme vous voulez. Alors, tout ce dont je ne vous ai pas parlé, parce que toute la lecture de la Madeleine et enfin une lecture, vous verrez, qui est vraiment très pédagogique, je crois, enfin très claire en tout cas. Proust écrit dans Le Temps retrouvé que mettre une théorie dans un roman, c'est comme laisser l'étiquette du prix sur un vêtement. Proust écrit dans Le Temps retrouvé que mettre une théorie dans un roman, c'est comme laisser l'étiquette du prix sur un vêtement qu'on offre. Ça ne se fait pas, c'est inélégant. C'est pourtant ce qu'il accomplit. Il énonce dans Le Temps retrouvé la théorie qui fonde son œuvre. Et c'est à partir de la Madeleine. Moi qui n'aime pas les romans à thèse, qui n'ai pas l'esprit abstrait, je m'y retrouve. Je comprends exactement ce dont il parle. J'en ai fait l'expérience. Ce n'est pas en évoquant le passé, toujours dans les mêmes termes, en un récit qui fige la vie de plus en plus, ni en regardant un album photo, que je retrouve la jeune fille de 23 ans qui débarqua aux États-Unis avec une grosse valise offerte par sa grand-mère, la jeune femme de 25 ans qui tomba amoureuse d'un Américain d'origine roumaine, la mère de 36 ans qui fut passionnément inquiète. Les photos ni les mots ne ressuscitent rien. Le passé ne ressurgit qu'à travers une sensation fortuite, une image qui jaillit à l'improviste
sans que je sache pourquoi, sans que je réussisse, comme Proust, à isoler son origine, à la nommer. Écrire, c'est cela pour moi. Rentrer dans l'épaisseur fugitive de ce temps disparu, y descendre. Retrouver celle qu'on fut et qui n'existe plus, qu'on entrevoit comme une ombre évanescente derrière le miroir. Cette fille-là, qui fut moi. Ce qu'on désire atteindre, ce n'est pas juste soi, c'est le temps, c'est le vivant, c'est la sensation disparue. L'impression est un mot essentiel. Ce qui s'est imprimé en nous et qui ressurgit par la mémoire involontaire est propre à chacun. C'est ce qu'il y a de plus singulier, de plus vrai, de moins influencé par les autres et par l'époque. Et c'est là, nous dit Proust, que se trouve le seul livre qui compte, unique à chacun, ce qu'il appelle le livre intérieur. Ce livre, au caractère non tracé par nous, est notre seul livre. Citation. Ce livre, pour qu'il soit vrai, il faut que son auteur parte à la recherche de ce qui s'est imprimé en lui. Seule l'impression est un critérium de vérité. L'impression est pour l'écrivain ce qu'est l'expérimentation pour le savant, avec cette différence que chez le savant, l'intelligence précède et chez l'écrivain vient après. Ces propos sont pour moi du petit lait, je les bois. Je peux reprendre à mon compte chacune de ces phrases sur l'écriture et la création littéraire. J'y reviens dans les moments de creux où je me compare aux autres qui ont la chance d'avoir des vies, des expériences et des origines plus intéressantes que les miennes. Proust me remonte le moral en me rappelant que l'essentiel, c'est ce qui m'est singulier et n'appartient qu'à moi, ce qui s'est imprimé en moi, mon rapport au monde. C'est à partir de là que je dois écrire, à partir de la tentative de déchiffrer et de comprendre ces impressions. Je ne crois pas autre chose, je ne donne pas d'autre sens à la littérature. Écrire sur ce qui est le plus important pour moi, pas pour l'autre et pour l'époque, et rendre ce qui est le plus intéressant pour moi, intéressant pour l'autre, en y allant sans compromis, sans mensonge, déterminé à débusquer le vrai, à ne pas céder aux formules toutes faites, en y allant malgré les obstacles, qui furent parfois nombreux, obstacles intérieurs, obstacles extérieurs. Voilà, je pourrais continuer. Merci. Catherine Cusset. Merci beaucoup.